Voilà, nous annonçons l'atterrissage, nous amorçons l'atterrissage de C50 Bonjour avec notre unique invité, Mauricio Kizegele, expert en décentralisation. Hier, il est venu, nous a attendu dès 13h jusqu'à 16h. Très patient. Je lui ai dit non, je veux vous recevoir demain. Bienvenue, monsieur Mauricio. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Vous allez bien? Ça va. Très bien. Très bien. Vous êtes expert en décentralisation? Oui, expert en droit constitutionnel de la décentralisation. Voilà, droit constitutionnel de la décentralisation. Vous avez terminé où? Je finis à l'université de Kinshasa et je passais tous mes stages au niveau de la cellule technique d'appui à la décentralisation, qui est l'organe technique de l'État en ce qui concerne les questions de décentralisation, donc l'expertise en décentralisation. Alors, qu'est-ce que vous aviez retenu lors de votre passage au niveau des cellules de décentralisation? En tout cas, ce que j'ai retenu en soi, j'ai une meilleure formation. Si aujourd'hui je parle, je peux me dire je suis expert en décentralisation, c'est grâce à cet organe de l'État. Et il y a vraiment de l'expertise et l'intelligence de la nation est concentrée là-bas. Alors, maintenant vous, tel que les histoires sont faites, sont organisées, nous avons un sérieux problème au niveau de la décentralisation par rapport à la gestion des provinces. Il y a un problème majeur et on n'arrive pas certainement à cerner les problèmes. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous aviez retrouvé comme problème auquel il faut apporter des pistes de solutions? D'accord, merci pour la préoccupation, M. Jean-David Kilolo, parce que en tant qu'intellectuel et scientifique, nous sommes obligés d'apporter la solution aux problèmes qui rongent la société. Déjà, dans mes recherches, j'ai longuement parlé de difficultés pratiques du processus de décentralisation, en fait. Parce que tout ceci n'a été qu'un processus. On n'a pas encore atteint l'effectivité de la décentralisation en RDC. Alors, dans ce processus, ça requiert un perfectionnement. Il faut des réformes. Comme vous disiez là, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Entre autres, il y a une mauvaise appréhension de la décentralisation, tant au niveau du pouvoir central qu'au niveau du pouvoir provincial, ou provinciaux en fait, si on peut dire. Là, c'est quoi cette mauvaise... Qu'est-ce qui est dû à cette mauvaise appréhension? C'est la formation ou c'est l'ignorance? D'abord, c'est l'ignorance, mais aussi, comme j'ai dit, la décentralisation qui a été déclenchée depuis 2006, mais mise en vigueur depuis 2016, elle est dans un processus. Alors, il faut beaucoup plus d'appropriation de la population, mais aussi la formation des élites. Comme aujourd'hui, les gens ne comprennent pas parce que la décentralisation marche de pair avec la démocratie. Allez-y. Alors, si on ne sait pas bien gérer la démocratie, on va créer les dysfonctionnements au niveau de la décentralisation. Et donc, les deux doivent marcher de pair. C'est pourquoi il faut beaucoup plus de formation, de sensibilisation, pour que la population s'approprie au vrai sens ce processus de décentralisation. C'est la première des choses. Mais aussi, il faut encore certaines réformes qui s'adaptent aux réalités de notre État. Vous savez, Jean-David Kilolo, nous sommes, la République démocratique du Congo est un État multinational. Donc, un véritable enchevêtrement des peuples qui se disputent le pouvoir comme s'ils étaient dans l'opposition. Tantôt on dit c'est le pouvoir des Baluba, tantôt on dit c'est le pouvoir des Bangala, tantôt on dit c'est pour les Baswahili, tantôt on dit c'est pour les Bakongo. C'est ce cloisonnement-là de la société qui fait qu'il n'y a pas cette acceptation mutuelle. Et aujourd'hui, avec la décentralisation qui a été déclenchée avec la Constitution de 2006, nous sommes partis de la décentralisation classique au régionalisme constitutionnel, qui s'apparente un peu au fédéralisme, mais qui n'est pas le fédéralisme. C'est un régime ou un système d'équilibre entre les fédéralistes et les unitaristes qui étaient en controverse depuis la création de l'État congolais. Alors, on doit comprendre que les provinces, ce sont des entités territoriales régionalisées qui bénéficient d'un pouvoir politique autonome et large, mais qui ne sont pas indépendantes. C'est là où ça prête à confusion. Pourquoi on a voulu faire ça? Les constituants ont voulu faire ça parce qu'il fallait revaloriser aussi les ambitions politiques au niveau régional ou local, pour essayer un peu de désengorger le niveau national. Parce qu'imaginez aujourd'hui, tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir député au niveau national. C'est bien, mais on ne saura pas avoir 100 ministres, on ne saura pas avoir 1000 députés. C'est pour cette raison qu'on a voulu créer
des députés provinciaux au niveau régional, mais aussi des ministres provinciaux. Tu es ministre, tu as des ambitions politiques, tu peux l'exercer à un niveau bas, mais en ayant un pouvoir politique. Mais aujourd'hui, il y a une mauvaise appropriation. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir en tant qu'élite, surtout dans notre cadre de l'Observatoire des démocraties et des gouvernances locales en RDC, ODGL RDC en sigle, dont je suis le directeur général. Voilà. Vous parlez, vous dites la décentralisation, c'est une mauvaise appréhension. Et puis c'est un processus. Est-ce que faudra-t-il continuer avec cette décentralisation ou faudra la réformer? Parce qu'aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est avec des provinces. C'est devenu budgétivore. Pourquoi ne pas supprimer tout ça? Revenir peut-être à la forme sous Mobutu, où il y avait peut-être 6 provinces, par exemple. Pourquoi ne pas revoir? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir revoir, repenser ces décentralisations? Écoutez, dès le départ, si le peuple congolais, parce que cette décentralisation, c'est l'expression du peuple congolais dans la Constitution de 2006, qui a voulu à ce que nous soyons dans les régionalismes constitutionnels. En soi, sur le plan, dire que les provinces sont budgétivores, ça serait peut-être aussi une mauvaise compréhension des choses. Parce que les provinces elles-mêmes jouissent d'une autonomie de gestion et d'une liberté d'administration. Elles sont capables de pouvoir régénérer des recettes au niveau régional ou local sans dépendre ou attendre l'État lui-même. Et faire fonctionner l'État au niveau régional ou provincial, en installant même les administrations. Donc l'idée au départ n'était pas mauvaise. C'était de permettre à ce que l'État atteigne son développement jusqu'au niveau du plus bas, à la base. Vu aussi la vasteté de notre territoire national, il faut maintenir la décentralisation et surtout encore sous son format actuel du régionalisme constitutionnel qui s'apparente au fédéralisme. Parce que les gouverneurs de province sont comme les représentants du chef de l'État au niveau des provinces. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est au niveau de la compréhension et au niveau de la mise en pratique ou la mise en œuvre des principes et méandres. Alors, quant à moi, s'il faut des réformes, c'est peut-être entre autres au niveau des désignations des animateurs des institutions, surtout pour le gouvernement des provinces. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, il y a ce que je peux dire, il y a maintenant l'institutionnalisation de l'injustice, avec tous ses corollaires en fait, notamment l'impunité, les régionalismes, les népotismes, les clientélismes, les tribalismes et toutes les autres antivaleurs. Alors, il faut peut-être réfléchir en tant qu'élite, comment on peut lutter contre ça. Personnellement, dans le cas de l'ODGL, dont je suis le directeur national, nous sommes en train de réfléchir si il faut rentrer dans les systèmes de la territorialité aux non-originaires. Ça veut dire... Non-originaires? Ouais. Ok. Que le gouverneur soit des non-originaires des territoires. Pourquoi? Ça va permettre à ce qu'un gouverneur, quand il arrive, il est à l'aise, il n'est pas dans sa couche biosociale naturelle. Et ça lui permettra, pour qu'il puisse bien travailler et réussir sa mission. Et dans ce cas, il faut que le chef de l'État puisse nommer. Exactement. Et c'est là où je suis en train d'arriver. Il n'y aura pas d'incidence ni contre la Constitution, ni contre aucune loi. À l'état actuel de notre droit, il est possible que nous puissions nommer. Pas nommer, je ne voulais pas dire nommer, mais peut-être investir, parce que la Constitution, à son article 58... Alors, à quoi aura servi les assemblées provinciales? J'y arrive. Je disais que l'État congolais, c'est un État laïque, démocratique. Nous sommes dans la démocratie. Et la désignation de tous les dirigeants politiques doivent procéder ou passer par le mode démocratique. Alors, il ne faudra plus que nous puissions rompre avec la démocratie. Il est possible aujourd'hui, je disais, à l'état actuel de notre droit, possible aujourd'hui, que nous puissions voter les gouverneurs dans différentes provinces et qu'ils soient investis par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, par son ordonnance, dans un ordre de permutation dans d'autres provinces. Ceux-ci seront légitimes en vertu du principe de l'unicité nationale et de la solidarité nationale. Alors expliquez, c'est qu'il est voté, ou bon,
Voilà, il est élu. Voilà. Il est élu dans une province, Oui. mais il sera permuté dans une autre. Tout à fait. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul peuple. Cela va permettre que nous puissions comprendre que nous sommes, les Congolais, est un et indivisible. Qu'on peut voter un dirigeant. Le peuple qui sont au Kasaï peut voter un dirigeant, un citoyen, pour aller gérer la province de Kwango ou du Katanga, en vertu de l'unicité nationale et de la solidarité nationale qui est l'un des principes à valeur constitutionnelle. Alors maintenant, s'il tombait, qui va le faire tomber? Les assemblées provinciales. Mais il va se confronter devant une chambre des représentants parce que le peuple, nous sommes dans une démocratie indirecte de représentation. C'est pour permettre à ce qu'il y ait un bon fonctionnement de la démocratie, mais aussi des institutions. Il ne sera pas indépendant. Il est élu dans une province, dans une entité, mais au nom de la solidarité nationale, il est investi par le président de la République, vu que lui, c'est lui qui représente toute la nation dans une autre province. Nous sommes unis, nous sommes solidaires. Et ça va adapter le peuple congolais à savoir que dans l'unité et la force, ça va nous civiliser dans ce sens-ci, il faut le dire. Est-ce qu'il sera redevable? Est-ce qu'il va réellement se sentir redevable par rapport à cette population pour laquelle lui, il ne s'est pas peut-être battu, il ne s'est pas beaucoup plus donné? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez Kaboula, Fifi Masuka, les autres, elle se sent beaucoup plus à la baise ou beaucoup plus katangé que Kwangolais ou autre. Voilà. C'est ce que nous disons. Ces réformes doivent aller dans ce sens pour lutter contre cette institutionnalisation de l'injustice et ses corollaires. Le népotisme, le tribalisme, le clientélisme. Ils sont devenus comme des rois télé là-bas. C'est ce que Mobutu disait, le président Mobutu disait, que le gouverneur ou les grands commis de l'État au niveau des régions deviennent comme des rois télé. Ils se considèrent comme des chefs coutumiers, comme des petits rois au niveau des provinces. C'est ce que nous devons lutter. Alors, pour qu'il y ait un peu de l'équilibre. Mais c'est un petit président dans sa province, effectivement. Exactement, mais pour éviter qu'il ne soit pas les chefs coutumiers. Parce que quand on est un chef coutumier dans un pouvoir politique, ça devient trop dangereux. Ça devient trop dangereux. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir dans ce sens. Et c'est possible, je l'ai dit, à l'état actuel de notre droit, conformément à la Constitution et à toutes les lois en vigueur, que le gouverneur, même maintenant là, qui ont été élus, qui soient investis par l'ordonnance du président de la République dans d'autres provinces. Pour respecter cette démocratie indirecte, d'abord, ça sera pour des raisons de lier le chef de l'État dans les choix de ces animateurs-là. Il ne sera pas aussi là pour investir ou peut-être nommer les gens de son obédience ou les gens qui lui sont redevables. Il va nommer des gens qu'on va lui présenter une liste des gens élus qui ont bénéficié d'une onction populaire des peuples au niveau de alors maintenant, il y aura un problème maintenant des permutations. Ça va aussi se poser. C'est-à-dire qui envoyer de l'autre côté, qui envoie. Il faut qu'il y ait aussi des critères, ça aussi. Parce que, imaginez, vous prenez un gouverneur de là-bas, vous l'envoyez au Kwango. Un gouverneur de Kwango, vous l'envoyez, je ne sais pas, au Katanga. Tout ça, mais il faut qu'il y ait des critères de sélection et des critères qui pourra aider les chefs de l'État à pouvoir opérer ces choix. Voilà. C'est là où nous sommes en train de continuer en disant que il est possible, pour que nous puissions désengorger la sphère nationale, c'est possible que le gouverneur soit élu, non pas grâce à des discours propagandistes, mais sur base des discours d'intelligence, de compétence et de nationalisme par les assemblées provinciales. Quand on est élu, parce qu'on a prononcé un discours d'intelligence, de compétence et de nationalisme. Et lorsqu'on sera investi, on est investi par l'ordonnance du chef de l'État et son gouvernement. Donc le gouvernement provincial sera maintenant investi par le Parlement de la province d'affectation. Et pour être investi, vous le savez, M. Jean-David Kilolo, il faut un programme du gouvernement provincial. C'est là où je vous disais que quand il va arriver, il ne sera pas, il sera contraint de chercher des compétences locales, de travailler avec toutes les énergies locales sans discrimination aucune, sans clientélisme. Et il va constituer les compétences pour constituer son programme afin d'être investi par l'Assemblée provinciale. Vous savez que le gouverneur, tel qu'il est là, il voudra un deuxième mandat. Et le deuxième mandat, qui va lui donner ce deuxième mandat? Si ces députés-là qui l'ont investi et qui ne l'ont pas retrouvé, ils l'ont vu dans d'autres provinces, et puis revenir encore solliciter. Pourquoi? Lorsqu'on parle de discours d'intelligence, ça veut dire que l'on est capable de faire quelque chose. On n'allume pas la lumière, M. Jean-David Kilolo, pour la cacher en dessous du lit. Lorsque vous avez été élu dans une province, vous avez été affecté par le principe de l'unicité et la solidarité nationale.
dans une autre province et que vous avez travaillé à la satisfaction de ces peuples-là. C'est votre gloire qui est citée. Non seulement votre gloire, mais aussi du peuple qui vous a élu, qui vous avez fait la fierté. Vous voyez comment nous pouvons penser pour la civilisation de notre peuple. Et quand vous avez prouvé à grande suffisance que vous êtes intelligent, compétent et nationaliste, pourquoi pas on ne pourra pas vous renouveler notre mandat par un autre peuple qui pourra vous solliciter pour faire la fierté de leur région. C'est une façon de civiliser notre peuple. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien réfléchi. Maintenant, comment vous faites toutes ces propositions? Vous les avez cochées quelque part? Oui, il y a plusieurs fois, moi, j'écris, je conçois des tribunes dénommées tribunes des maîtres qui morales, où j'écris et je m'exprime plusieurs fois, et j'adresse même ça au cabinet du chef de l'État. Tout récemment, j'ai écrit la justice territoriale, où je parle de tout ça, pour que nous puissions éviter que toutes ces kaléidoscopes des pesanteurs ne puissent pas arriver dans les fonctionnements de nos provinces et dans le processus de la décentralisation. Il faut qu'on puisse se réformer, comme vous avez dit, en allant dans ces réflexions. Parce que gérer l'État, Jean-David Kilolo, ce n'est pas dans la musique, mais c'est dans les réflexions, des grandes réflexions d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Moulichou, surtout de votre passage. Merci à vous. Passez une très belle journée. Merci, à vous également. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour tout ce que vous avez été pour nous. Merci. Ya Santé Moulongoy. Ya Santé Moulongoy. Alors, vous étiez en train de nous suivre depuis le matin. Ya Santé Moulongoy. De très bonnes choses à vous. Monsieur Paulo Maurice aussi. Paulo Maurice aussi. Il nous suit à partir des Boma. Là, c'est au niveau du Congo central. Monsieur Paulo Maurice. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. De très bonnes choses à vous. Vous nous aviez suivis à partir de l'Angola. De l'Angola, vous étiez très nombreux. Congo central, nous sommes très reconnaissants. Et puis, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Après nous, ça sera la page Joyeux anniversaire. Ça sera tout de suite qui va commencer à passer. Et puis, à 11h, ça sera Minute Info en langue. 12h, 13h et à 13h, la grande édition de Arlette Boutella. Portez-vous très bien. Bonne fête de travail en ce jour de 1er mai 2024. Ciao. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire